L'Europe, à un moment dans l'histoire, a elle aussi été victime d'esclavage. C'est vrai que dans l'imaginaire collectif, lorsqu'on parle d'esclavage, on pense tout de suite à la traite transatlantique envers des peuples noirs. Mais il y a un moment dans l'histoire où les Européens, aussi puissants soient-ils, ont été asservis par les peuples arabes. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis Xavier Makanta, un jeune artiste engagé. J'ai publié mon premier roman Au-delà des ombres en 2024 qui met en avant le conflit qui a lieu à l'est de la République démocratique du Congo. Je suis par la suite un passionné d'histoire qui essaye de faire un travail de mémoire, de se souvenir des événements qui ont lieu dans l'histoire et qui sont les conséquences marquantes de la société dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Le thème du documentaire du jour portera sur la traite barbaresque envers les peuples européens. Alors n'hésite pas à t'abonner, à partager, à liker. On va ensemble voyager et essayer de connaître et d'apprendre ainsi que d'en savoir plus sur cette traite barbaresque qui a eu des conséquences sur l'humanité. L'histoire de cette traite commence à partir du 7e siècle, lorsque les armées du califat omeyyade conquièrent l'Afrique du Nord. Sous les généraux Uqba ibn Nafi, mort en 683, et Hassan ibn al-Nu'am, les villes de Carthage, Kérouan et Tripoli tombent dans l'orbite du califat. Dans cette époque, les chroniques arabes mentionnent la capture des Grecs, des Latins et des populations européennes des côtes méditerranéennes. Les premiers captifs viennent surtout d'Italie, d'Espagne, wisigothique et de la Provence. Au 9e siècle, la dynastie Aghlabide, qui va régner entre 800 et 909, basée à Kérouan, lance des raids contre la Sicile en Italie. En 827, l'émir Assad ibn al-Furat attaque l'île et ça va donc générer 250 ans de guerre, de pillage et d'esclavage. Des milliers de Siciliens sont déportés vers Tunis et Kérouan. En 846, des pirates musulmans attaquent Rome. Ils pillent la basilique Saint-Pierre et capturent les habitants des faubourgs. Au Xe siècle, les Fatimides étendent ces pratiques. Les chroniques de Al-Muqaddasi et Ibn Akwal parlent explicitement de marché d'esclaves chrétiens dans tout le Maghreb. À l'époque, l'historien arabe Ibn Khaldun, entre 1332 et 1406, note que les razzias contre les chrétiens d'Italie et d'Espagne sont une source majeure de revenus pour les pirates de l'Afrique du Nord. L'esclavage des Européens n'est donc pas une invention tardive du XVIe siècle. Elle est structurée et institutionnalisée. Le véritable tournant de cette histoire concernant l'esclavage des Européens arrive au XVIe siècle, lorsque deux frères corsaires, Harouj Barberousse, mort en 1518, et Kher ed-Din Barberousse, qui va mourir en 1546, vont s'emparer de la ville d'Alger qui est actuellement la capitale de l'Algérie. En 1516, Harouj chasse le roi local Salim al-Toumi et impose son autorité. En 1518, son frère Kher ed-Din devient le bel bey d'Alger au nom du sultan ottoman Soliman le Magnifique. D'ailleurs, si vous souhaitez que je fasse un documentaire consacré à l'histoire passionnante de l'Empire ottoman, je vous laisse me le suggérer dans les commentaires. À partir de cette date, Alger devient la capitale d'une traite européenne industrielle. Entre 1520 et 1580, les croisades d'Alger capturent en moyenne 10 000 à 20 000 Européens par an. Voici quelques dates concernant les raids les plus connus. En 1534, Barberousse prend Tunis, il y a des milliers de captifs. En 1540, soit quelques années plus tard, il y a les raids sur la Sardaigne en Italie. En 1551, les Ottomans prennent Tripoli et c'est le nouveau centre esclavagiste. Entre 1560 et 1590, Dragut ou encore Turgut Reis ravagent Naples, Reggio, Lecce et la Calabre en Italie. En 1575, Ali Bichin attaque les Baléares en Espagne. En 1627, il y a l'attaque de l'Islande. Donc les régions les plus touchées, on voit qu'il y a l'Italie, l'Espagne, la France et le Portugal, ainsi que les Balkans,
en Grèce ou encore en Dalmatie, le nord de l'Europe avec l'Islande, l'Irlande ou encore Cornouailles. Entre 1530 et 1780, les estimations oscillent entre 1 million et 1 250 000 esclaves européens capturés. Les captifs sont vendus dans des bagnots, les marchés d'esclaves de Alger, soit le plus grand, Tripoli, Tunis, Tétouan ou encore Salé au Maroc. Les registres algériens montrent qu'en 1620, Alger compte 20 000 à 25 000 esclaves européens, un chiffre énorme pour une ville qui compte à l'époque à peu près 100 000 habitants. Les captifs sont tirés, il y a les rameurs des galères, les maçons charpentiers, les domestiques, les femmes pour les harems et les maisons, et les renégats, les Européens convertis de force ou volontairement à l'islam, qui seront utilisés comme étant des soldats. Un esclave espagnol ou un italien peut valoir entre 100 à 500 piastres. Un charpentier, 800 à 1000 piastres. Une femme jeune, beaucoup plus. Les ordres religieux, trinitaires fondés en 1198 et mercédiaires en 1218 collectent des rançons. Certains captifs attendent 10, 20, parfois 30 ans avant d'être pleinement libérés. Et parmi eux, beaucoup ne reviennent jamais. Il faut savoir que dans ces moments de captivité, les peuples européens ne sont pas restés impuissants. Ils ont essayé à plusieurs reprises de se révolter pour aller chercher leurs frères qui avaient été tenus en captivité par quelques pays d'Afrique du Nord. Les Européens tentent à plusieurs reprises de briser ce système. En 1541, l'empereur Charles V d'Espagne attaque Alger. Il y a une catastrophe qui va être donc engendrée puisque 150 navires sont détruits, causant la mort de 12 000 personnes. En 1571, il y a la bataille de Lépante, la Sainte Ligue, Espagne, Venise, États pontificaux, qui écrase la flotte ottomane, mais Alger, autonome, continue les razzias. Entre 1600 et 1700, les chevaliers de Malte capturent près de 18 000 corsaires musulmans, mais cela ne suffit pas. La plupart des puissances européennes préfèrent payer tribut et accords plutôt que d'affronter directement les barbaresques, ce qui fait de l'Afrique du Nord une puissance maritime redoutée. À la fin du XVIIIe siècle, un nouvel acteur arrive sur la scène, les États-Unis d'Amérique. Avant 1776, leurs navires étaient protégés par la flotte britannique. Après l'indépendance, ils deviennent vulnérables. En 1785, Alger capture 2 navires américains, le Maria et le Dauphin. La rançon exigée est immense, le Congrès refuse. En 1794, les Américains créent la US Navy spécialement pour combattre les barbaresques. Entre 1801 et 1805, il y a la première guerre barbaresque contre Tripoli. Le héros américain Stephen Decatur brûle la frégate capturée USS Philadelphia en plein port ennemi. En 1815, il y a la deuxième guerre barbaresque, les États-Unis battent Alger et imposent la fin des tribus. C'est la première victoire occidentale totale contre les régences barbaresques. Le 27 août 1816, la Royal Navy, dirigée par Lord Exmouth, bombarde Alger et l'objectif est clair, c'est de libérer les captifs européens. Le bilan de cela, c'est qu'il y a des fortifications qui seront rasées, il y a une flotte détruite et 3000 esclaves européens libérés. Mais les razzias ne cessent pas complètement. Il faudra attendre 1830 lorsque la France envahira Alger sous le règne de Charles X pour que le système esclavagiste barbaresque s'effondre complètement. Et c'est enfin la fin de 1000 ans de traite européenne. Alors la question que je me suis posée en faisant des études avant de tourner cette vidéo, pourquoi cette traite est complètement absente des manuels scolaires? Parce qu'en fait, elle brise 2 récits politiques. La première chose, c'est qu'en Europe, elle rappelle que les Européens ont aussi été victimes d'une traite esclavagiste pendant un temps dans l'histoire. Et c'est une vision très peu compatible avec un continent qui a toujours été vu comme étant le bourreau de ses victimes. Et dans le monde arabo-musulman, c'est une histoire qui est souvent occultée parce qu'elle révèle un système d'esclavage ancien, global et organisé. Un peu comme la traite des Noirs qui a été exercée pendant 13 siècles
C'est un sujet que j'ai abordé dans un précédent documentaire, je vous laisserai le lien dans la description. Et elle ne correspond pas au récit idéalisé d'un passé glorieux. Et donc il y a un silence des deux côtés. Pourtant, les chiffres sont exorbitants. On compte 1 million d'Européens capturés entre 1530 et 1780, des villages entiers de Sicile, de Sardaigne, de Corse, d'Irlande qui ont été vidés, des milliers de familles ruinées par les rançons, des archives trinitaires et mercédaires pleines de listes de captifs. Donc cette histoire, elle rappelle une vérité simple. L'esclavage n'a pas de continent, pas de couleur, et pas de monopole. L'esclavage traverse les civilisations et nier cela, c'est renoncer totalement au fait de vouloir comprendre l'histoire humaine. Donc l'objectif de ce documentaire, c'est de rappeler que dans le monde, ce n'est pas seulement les peuples noirs qui ont pu être tenus en esclavage. Il y a aussi eu les peuples européens, dont l'Italie, l'Espagne, la France, la Grèce et plein d'autres nations. L'objectif de ce documentaire, c'est aussi de remettre l'église au milieu du village. Un être humain reste un être humain. Il faudrait qu'on enlève nos œillères en ce qui concerne la couleur de peau de tout à chacun. Parce que finalement, quand on regarde bien dans l'histoire, plusieurs peuples ont été soumis à des formes d'esclavage. Maintenant, attention, l'objectif ce n'est pas de diminuer la manière dont les Noirs ont été traités dans l'histoire et de se dire, bah voilà, les Européens aussi. Non, mais l'objectif c'est aussi d'être objectif parce que lorsqu'on traite des sujets d'histoire, il faut marcher dans l'objectivité. Et lorsqu'on est objectif, on se rend compte que cette traite barbaresque, elle est aussi très peu abordée dans le monde en général. Dans le monde de l'histoire, en tout cas, j'entends pas beaucoup de personnes aborder ce sujet, et pourtant, il est légitime. Une parenthèse très importante dans ce documentaire, c'est le mot slave. En anglais, on dit slave. Slave en anglais, esclave en français, schiavo en italien, sclavo en espagnol, tous viennent d'un seul peuple, les Slaves de l'Europe de l'Est. Entre le 9e et le 12e siècle, ces populations, polonais, tchèques, croates, serbes, russes ou encore ukrainiens, sont capturées en masse par les marchands vikings, germaniques et arabes. Les chroniques arabes parlent de Sakaliba et les textes latins évoquent l'esclavus. Pourquoi? Parce que les Slaves étaient l'ethnie la plus réduite en esclavage d'Europe pendant des siècles, tellement nombreux, tellement marchandés que leur nom est devenu le synonyme d'esclave. Le linguiste français Émile Littré le confirme, esclave vient du bas latin sclavus, nom donné aux Slaves capturés en grand nombre. La racine est encore visible aujourd'hui dans plus de 15 langues. Ce rappel n'est pas anecdotique, il montre que l'Europe elle-même a été un vaste réservoir d'esclaves, capturés par des Européens, par des Vikings, par des Germains, par des Arabes, par des Ottomans, par des barbaresques. L'histoire est complexe, elle ne se lit jamais en noir et blanc. Aucun peuple n'a le droit de se prétendre avoir le monopole de la souffrance, et aucun n'a le monopole de la faute. Et une fois qu'on a compris cela, on comprendra une chose, c'est qu'on va refuser la manipulation. On va refuser les récits sélectifs. Et enfin, retrouver une vérité historique qui libère. L'esclavage a touché toutes les couleurs, toutes les religions, tous les continents. Et l'objectif de ce documentaire, c'est de se dire que peu importe la couleur de peau que nous avons en face de nous, ce sont des êtres humains. Et dans l'histoire, c'est des choses qui n'ont pas été comprises, mais c'est quelque chose que, en tant qu'humain, bien réfléchi, connaissant l'histoire et la société, on peut travailler ensemble et y mettre fin. En tout cas, c'est mon utopie par rapport à l'humanité. Voilà, c'était Xavier Makanta. Merci d'avoir suivi ce documentaire. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker, à commenter, à susciter de l'engagement autour de ce documentaire pour qu'il soit diffusé au plus grand nombre. Si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à commander un exemplaire de mon roman Au-delà des ombres qui est disponible sur Amazon. Ce roman a été écrit par moi-même, auto-édité et publié sur Amazon. Il relate la guerre à l'est de la République démocratique du Congo. Et sinon, j'ai tout simplement laissé mon lien PayPal si vous souhaitez me soutenir. Mais la plus grande marque de soutien, c'est de partager mon travail afin que ce message puisse être diffusé auprès d'un plus grand nombre. Merci, on se dit à la prochaine dans un autre documentaire.